Madame Priska, si je veux avoir recours à un service d'avortement, est-ce que je suis autorisée par la loi? Est-ce que je suis protégée par la loi? Il faudrait d'abord que la grossesse soit produite d'une agression sexuelle, d'un viol, inceste, ou que cette grossesse menace la santé mentale ou physique de la mère. Et là, c'est par là qu'on pourra procéder après à un avortement sécurisé. Ok. Bienvenue dans Café Repro, qui est un podcast de Repro-Justice Congo qui traite des questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, de violences basées sur le genre et des droits humains au cœur de la République démocratique du Congo. Dans cet épisode, je suis Ansima Chimene Sakras, membre de Repro-Justice Congo, et nous allons traiter sur l'avortement sécurisé qu'est dit la loi congolaise. Et j'ai l'honneur de nous présenter l'intervenante d'aujourd'hui, qui est Madame Simbinekura Priska. Je suis membre actif de la clinique juridique de l'Université de Goma. Je suis masterante en droit public interne, chercheuse en droit constitutionnel et en droit administratif. Wow, ça fait beaucoup. On peut dire. Bienvenue, Madame Priska, dans notre podcast. Merci Nous beaucoup. sommes heureux de vous accueillir ici aujourd'hui et nous allons parler d'un sujet qui concerne les jeunes filles et femmes comme toi et moi et beaucoup d'autres dans notre cas, l'avortement sécurisé. Qu'est dit la loi congolaise? Bon, merci pour la question. Alors, d'entrée de jeu, il s'est de signaler que la ratification du protocole de Maputo par la République démocratique du Congo en 2008 a marqué une avancée majeure dans la législation congolaise en ce qui concerne l'avortement sécurisé. Alors, il y a bien des questions et des débats autour de la question en ce qui concerne la légitimité de ces protocoles-là. En rapport avec les valeurs africaines. Exactement. Et voilà, c'est un peu autour de ça que tourne cette question. Les débats se trouvent. Oui, effectivement. Mais est-ce que les débats liés à la légitimité du protocole de Maputo, qui est déjà ratifié, n'est-ce pas, par la RDC, est-ce que ça ferait qu'on n'a pas le droit de jouir de ce qui est prévu par le protocole? Personnellement, je pense que non, parce que parler d'avortement sécurisé, c'est parler de dignité et de santé des femmes. Et donc, parler d'avortement sécurisé, ce n'est pas encourager les femmes à procéder à des avortements, mais c'est une question de protection de leur santé. Oui. Et donc, bon, bien sûr, il y a lieu de se poser des questions parce que, naturellement, le droit rencontre souvent la réalité vécue dans la société. Et il ne faudrait pas donc que le protocole apporte des dispositions bureaucratiques et élitistes qui viennent imposer aux femmes africaines des règles à suivre. Et pourtant, ces dernières n'ont pas été consultées. Et bon, voilà. Donc, la question de légitimité va forcément se poser. Oui. Mais j'ai une question à te poser et peut-être aussi poser à d'autres personnes qui ont peut-être cette façon de voir les choses. Est-ce que avant le protocole ou avec ou sans le protocole de Maputo, les jeunes filles font recours au service d'avortement? Oui, malheureusement. Que ce soit dans la ville de Goma, dans toutes les villes de la RDC. Ouais, je pense que j'ai écouté des filles qui ont fait recours à des avortements clandestins, malheureusement. Oui. Et bon, le code pénal de la République démocratique du Congo de 1940 prévoit en ses articles 165 et 166 la criminalisation de l'avortement. D'abord, l'avortement sur autrui, là c'est l'article 165, et ensuite l'avortement sur soi-même, qui est puni de 5 à 15 ans de prison. Okay. Et donc aujourd'hui, les femmes ou les filles font recours à des avortements clandestins parce qu'il y a cette peur-là, parce qu'on sait que la loi congolaise, bien qu'elle a subi une modification par l'ordonnance loi de 2023, comme vous le savez, mais malheureusement, cette ordonnance ne s'est pas non plus prononcée sur la question de l'avortement. Et on se pose des questions, on se dit, est-ce que
le protocole de Maputo est d'application directe? Bon, en général, c'est oui, parce que l'article 215 de la Constitution prévoit que les protocoles ou les traités internationaux dûment ratifiés sont directement applicables. Par ailleurs, il y a une clause qui voudrait en fait que certains articles puissent avoir de lois ou de mesures de domestication. OK. Et donc, par exemple, en ce qui concerne l'avortement sécurisé, l'article 14.2c du protocole, il faudrait qu'il y ait des mesures prises par les autorités congolaises qui, en fait, expliquent comment cela devrait se passer. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait jusque-là. Et c'est pourquoi les gens font recours à des avortements clandestins. Alors, Madame Briska, vous nous parlez vraiment comme une juriste. Mais il y a des gens qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément les langages juridiques et tout, ou qui ne veulent pas se compliquer la vie. Si on avait une jeune fille qui nous posait la question là tout de suite, Madame Briska, si je veux avoir recours à un service d'avortement, est-ce que je suis autorisée par la loi? Est-ce que je suis protégée par la loi? Si oui, comment? Sinon, comment? Bon, soulignons, comme je l'ai dit tantôt, le protocole de Maputo fait déjà partie de la législation en ce qui concerne l'avortement sécurisé en République démocratique du Congo. Et ces protocoles posent quelques conditions à son article 14.2c. Et ces conditions sont telles qu'il faudrait d'abord que la grossesse soit produite d'une agression sexuelle, d'un viol, inceste, ou que cette grossesse menace la santé mentale ou physique de la mère. Et là, c'est par là qu'on pourra procéder après à un avortement sécurisé. Oui, qui est autorisé par la loi. Mais dans les cas contraires, en tout cas, on ne peut pas procéder à un avortement. Donc, la seule façon pour une jeune fille, une jeune femme, pour accéder à un service d'avortement sécurisé, il faut que sa grossesse soit issue d'un viol ou de l'inceste. Oui, d'une agression sexuelle. Ou que ça mette en danger sa santé physique et mentale. Enfin, c'est quand même pas très clair. Oui, parce que quand on parle de la santé physique et mentale, tu es une fille de Goma, tu sais ce que ça fait quand une jeune fille tombe enceinte? Ah oui. Et hors mariage, quelle pression elle subit, je sais pas, d'autres elles se font tabasser et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de parler de danger physique ou mental de la jeune mère? Quel est l'esprit même de cette condition? C'est compliqué pour le commun de mortels de savoir exactement est-ce qu'on est permise ou pas de les faire. Et à votre avis, c'est pas ça qui encourage les avortements clandestins? Bon, je pense que oui, parce que ce flou-là ne permet pas aux gens de choisir clairement quoi faire. Parce que justement, comme je l'ai dit, il y a certains articles qui voudraient qu'il y ait une loi de domestication ou des mesures d'application de quelques articles du protocole de Maputo. Parce que normalement, il faudrait qu'il y ait des mesures d'application qui pourraient préciser exactement le contenu ou qui pourraient préciser comment on évalue si la grossesse danger la santé mentale de la femme. Parce que, bon, naturellement, on sait que, par exemple, une fille qui poursuit ses études, heureusement qu'il y a une autre circulaire là-dessus aujourd'hui en République démocratique du Congo et c'est à la une des débats. Mais avant, on se disait comment j'ai fait, est-ce que je poursuis mes études, comment les gens de l'église vont me voir, la communauté et tout, ma dignité. Et il y a beaucoup de questions, mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait, on pourrait aller jusqu'à conclure que cela menace la santé mentale? Ben, quand on tombe enceinte et qu'à l'église, on t'excommunie, dans la famille, on dit que on te jette, par exemple, chez un homme qui, de base, si ça se trouve, vous ne vous aimiez même pas.
et quand même, on n'est pas psychologue, mais cela quand même affecte la santé mentale Naturellement. de la mère. Mais comme vous le dites, sur base de quoi est-ce qu'on va dire ça affecte la santé mentale et elle est éligible à un avortement sécurisé. C'est tout ça, et c'est quand même un grand flou qui se pose dans la communauté. Mais au-delà de ça, avant même le protocole, il y avait quand même des avortements clandestins. Mais pensez-vous que c'est suffisant pour que les filles fassent recours à un avortement clandestin? Bon, le problème aujourd'hui, en tout cas, c'est ces flous-là juridiques Oui. qui devraient être naturellement remplis, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, bien que la RDC puisse ratifier le protocole de Maputo, les professionnels de la santé ou les Oui. médecins ne savent pas est-ce que je dois procéder à un avortement. Parce qu'il y a déjà l'article 65 du Code pénal Oui. qui prévoit un avortement sur autrui. Oui. Et que donc, si le médecin procède à cet avortement, il s'est dit peut-être que je risque peine, cette peine de 5 à 15 ans de prison. Oui. Et il s'est dit non, je ne peux pas, voilà. Ou bien s'il est fait, il est fait d'une manière là, cachotière. Je pense que c'est flou-là juridique qui aussi favorise les avortements clandestins. Oui. Et en tant que jeune fille qui connaît quand même que cette pratique existe et qui a peut-être côtoyé de personnes, qui a entendu, y a-t-il des conséquences sur les jeunes filles, sur l'avenir de ces jeunes filles concernant l'avortement clandestin? Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui fait recours à ça, elle est exposée à des maladies, à des infections et voire la mort. Je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas médecin, mais je sais quand même, j'ai écouté des gens dire qu'elle a avorté, voilà, elle est morte. Et c'est vraiment dangereux. Donc, les jeunes filles devraient normalement passer par de bonnes voies et démontrer que la grossesse a été... Bon, elle est éligible de connaître un avortement sécurisé et pouvoir contacter les spécialistes en la matière. Par exemple, vous, Repro-Justice, comme vous agissez déjà Exactement. Dans ces cadres-là, ce sera intéressant pour toutes les jeunes filles qui soient informées, d'abord qu'elles soient informées et qu'elles puissent ôter cette peur. Et puis, il y a aussi la question des valeurs africaines, comme je l'ai dit tantôt. Mais j'aime bien mon professeur Makunya qui dit qu'est-ce qui est africain et qu'est-ce qui ne l'est pas. On ne sait pas définir parce que quand même quand on parle d'avortement sécurisé, on parle aussi de protection de la femme. Exactement. Et on parle des dignités et tout ça c'est africain. Oui. Et de droit à la santé. Oui. Et donc, on devrait arrêter d'en faire un sujet tabou. Il faudrait que tout le monde soit informé sur la question et que, on peut procéder à des sensibilisations et autres afin que tout le monde, en tout cas, soit informé. Informé sur cette question. Merci beaucoup. Vous avez parlé de votre clinique juridique. J'aimerais que vous disiez aux téléspectateurs qui nous suivent, si on a, par exemple, une grossesse non désirée ou qu'on connaît quelqu'un qui a une grossesse non désirée, est-ce que vous donnez des conseils dans ce sens? Si on veut savoir, est-ce que j'entre dans le cadre de la loi, les conditions prévues par la loi et tout, est-ce que vous accompagnez les gens? Oui, la clinique juridique travaille dans l'accompagnement de personnes et on est plus dans la médiation et autre chose qui tourne autour de ça, mais également on a des partenaires. Et facilement, on peut référencer une personne qui a besoin de plus d'informations sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Voilà, parce que nous, on est plus juridique et c'est des questions plus médicales ou qui concernent la santé. Oui. Il faudrait donc que ce soit des professionnels qui maîtrisent bien la question. Exactement. Et se prononcer là-dessus. Oui. Merci beaucoup, Madame Prisca. Merci pour votre intervention. Je dirais à nos téléspectateurs que la question de l'avortement sécurisé
dans notre communauté touche des facteurs importants. Il y a d'abord la santé, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi le facteur juridique. Parce que à quoi bon accéder à cet avortement et avoir des problèmes après? Donc, heureusement qu'il existe des structures comme la clinique juridique de l'INEGUM. Il y a aussi Repro-Justice Congo qui aussi donne des conseils et a aussi une clinique qui accompagne les jeunes filles. Donc, si vous êtes enceinte et que vous ne savez pas quoi faire, venez, appelez et on donnera, par exemple, les informations. On définira ensemble, est-ce que vous entrez dans les conditions prévues par la loi et est-ce qu'il y a aussi quand même des conditions médicales. Apparemment, si ça atteint telle période, on ne peut plus effectuer un avortement. Donc, il y a tout ça et heureusement qu'il y a de professionnels, un médecin et des juristes qui peuvent accompagner. Et de votre côté aussi? Ouais, également, en ce qui concerne la question des légitimités, il faut souligner que il y a eu, par exemple, au Mali, des contestations et en ce qui concerne la légitimité de ces protocoles-là. Mais heureusement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est prononcée sur la question dans son arrêt du 11 mai 2018 et a jugé que ces revendications, ces contestations ont été illégales. Et donc, on ne peut pas s'inquiéter sur la question de légitimité parce que à un certain niveau, c'est une question de dignité et de droits de la femme qui doivent être garantis. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations que vous nous avez données. Et à toutes les personnes qui nous suivent, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas d'appeler les 080 80 55 631 pour plus d'informations.